tu aimes Alassane Ouattara, tu aimes Alassane Ouattara, si tu écoutes cette vidéo-là, plus jamais tu vas aimer Alassane Ouattara. Si tu es ivoirien, et que tu aimes Alassane Ouattara, là, je te jure, quand tu as fini d'écouter cette vidéo du ministre Awadon Melo, là, plus jamais tu vas aimer Alassane Ouattara. C'est mort, chef frère. Ah, le ministre, le ministre Awadon Melo, il fait des révélations. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire est attaquée, pourquoi ils ont attaqué Gbagbo Laurent là, il fait des révélations. Le ministre dit ici que c'est l'OTAN qui a attaqué le président Gbagbo. Et bon, ça, tout le monde le sait déjà. Mais là, il y a des gens qui ont dit ici que Kadhafi a financé la rébellion pour attaquer Gbagbo. Ce sont des menteurs. Le ministre fait des révélations ici. Kadhafi, là, les projets que les gens ont cités que non, il devait mettre en place et que c'est pour ça qu'il a été déjà là. Chef frère, ces projets-là, il travaillait avec Gbagbo Laurent. C'est avec Gbagbo qu'il a mis la stratégie de ces projets-là sur pied. Il dit, écoutez-nous jusqu'à la fin, je ne vais pas vous perdre le temps. C'est parti. Et donc le monde occidental voulait occidentaliser toute la planète en proposant de mettre sous sa coupe l'ensemble de l'économie mondiale. C'est ce qu'on a appelé la mondialisation et c'est ce qui a entraîné le triomphe des multinationales dans le monde. Mais ce nouveau monde devait être garanti par l'OTAN. L'OTAN était le bras armé de ce nouveau monde-là. Donc quiconque ne rentrait pas dans ce nouveau monde était sur une liste noire qui devait être combattue. C'est ainsi qu'on a vu la guerre contre l'Afghanistan, la guerre contre l'Irak, la guerre qui continue toujours contre l'Iran, la guerre contre Kadhafi. Toutes ces guerres-là étaient des guerres programmées. Et il y avait la guerre contre Laurent Gbagbo qui faisait partie de ce programme-là. Donc vous allez comprendre pourquoi, dès que Laurent Gbagbo avait commencé à faire campagne pour les élections de 2000 et qu'il avait annoncé les couleurs en disant aux Ivoiriens, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Cela avait plusieurs connotations, d'abord politiques. Ça s'est matérialisé rapidement à travers la décentralisation qui n'existait pas en Côte d'Ivoire et qui a connu un développement extraordinaire sous le régime Gbagbo et qui faisait que toutes les communes avaient les moyens au moins de réaliser les équipements de proximité, les écoles, les centres de santé, l'électrification rurale, les puits, etc., etc. Tout ce programme-là faisait partie du programme de décentralisation. Et pour marquer notre souveraineté, il y a eu, comme je vous ai indiqué, la loi de programmation militaire, mais il y a aussi eu le budget sécurisé. Le budget sécurisé voulait tout simplement dire, si vous avez 100 francs, dépensez 100 francs, sans avoir à vous endetter auprès de qui que ce soit, parce que celui qui vous donne vous dicte comment utiliser l'argent qu'il vous donne. Et donc cela n'est pas un moyen de conquérir la souveraineté, parce que c'est celui qui donne, qui dicte les projets dans lesquels il faut investir. Mais comme nous, on voulait être souverains, il fallait qu'on ne compte que sous nos ressources propres. Et c'est comme ça que Laurent Gbagbo a lancé l'idée du budget sécurisé. Et Laurent Gbagbo aussi a décidé aussi de payer la dette. Et donc, l'ensemble des recettes qu'on collectait pour financer l'État, la moitié servait à payer cette dette-là. Je dis bien la moitié servait à payer cette dette-là. Et l'autre moitié servait à faire fonctionner l'appareil d'État sans crédit. Et donc, 2 ans après la mise en œuvre d'un tel programme, on a eu la confiance de tous les bailleurs de fonds pour dire ceux-là, ils sont vraiment venus pour gérer d'une manière intègre la Côte d'Ivoire. Et donc, tous les bailleurs de fonds étaient prêts à réduire la dette pour qu'on ait les moyens de financer le développement, parce que je vous ai indiqué que la moitié des ressources, c'est-à-dire près de 500 à 600 milliards de francs CFA par an, servait à payer la dette. Et donc, la réduction de notre dette permettait d'utiliser tout ce montant-là pour financer notre programme de développement.
le programme de la refondation. Peut-être qu'un jour, je prendrai un jour spécial pour vous décortiquer l'ensemble des projets qui étaient contenus dans ce programme-là. Et la réduction de la dette permettait de financer la totalité de ce programme-là sans avoir recours à un emprunt quelconque. Le total du programme était chiffré à 6 800 milliards de francs CFA. Et la contribution de l'État, parce qu'on avait beaucoup misé sur le partenariat public-privé, la contribution de l'État n'était que de 2300 milliards de francs CFA qu'on pouvait facilement mobiliser si on avait réduit la dette en 2002. Eh bien, c'est lorsque le ministre Boun Boabré était dans l'avion pour aller négocier cette réduction de la dette qui allait permettre de développer la Côte d'Ivoire que le 19 septembre, il y a eu la tentative de coup d'État. Et donc, c'était programmé qu'il ne fallait pas que Boun Boabré arrive à Washington pour renégocier la réduction de la dette et nous permettre d'avoir les moyens à notre disposition. Et voilà comment cette tentative-là a permis d'arrêter les négociations et même de sanctionner encore la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés dans la crise. Eh bien, tout le programme qui avait été développé, à savoir la restructuration des filières agricoles, café, cacao, etc., vous-même vous avez assisté à cette restructuration-là qui permettait de payer à sa juste prix, parce que là, le prix du cacao et du café était fixé par les paysans eux-mêmes. Ce qui leur permettait de fixer le prix de telle sorte qu'une bonne partie du prix du marché international revenait aux paysans. On a vu comment les revenus des paysans avaient augmenté. Eh bien, c'est tout ce programme-là qu'il fallait arrêter, parce que les paysans ont décidé non seulement de fixer le prix de leurs produits, mais même de construire des usines. Ils en avaient prévu 6 en Côte d'Ivoire, dans toutes les zones de production de cacao et de café dans leur programme qu'ils avaient conçu avant 2002 et qui n'attendaient que la réduction de la dette pour s'y lancer. Eh bien, en 2002, tout a été stoppé. Et les accords de Marcoussis ont ciblé les ministères clés qui étaient en train de bâtir et de construire la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire et qui étaient en train de bâtir une Côte d'Ivoire souveraine et démocratique. Et donc, le Premier ministre a été très vite enlevé, remplacé par un ministre choisi par eux, un Premier ministre choisi par eux. Le ministre de l'Agriculture a été très vite mis de côté pour ne plus entendre parler du cacao aux paysans, parce qu'il fallait faire revenir toutes les multinationales qui avaient été chassées par cette politique-là. Et donc il a été très vite balayé. Le ministre des Finances a été mis de côté. Le ministre de l'Industrie a été mis de côté. Le ministre de l'Intérieur de côté, parce que la décentralisation, on ne voulait plus de cette politique-là. Et donc tous les grands changements qu'on voulait mettre en œuvre, eh bien, les ministères qui nous permettaient de mettre en œuvre ont été mis de côté. Et mieux, la réduction de la dette qui devait nous permettre de financer le programme de refondation, eh bien, a été stoppée net en 2002 avec la tentative de coup d'État. Voilà comment la Côte d'Ivoire est rentrée dans une période de crise où on ne pouvait plus mettre en œuvre le programme de refondation qui a été remplacé par le programme de l'INAS Marcoussis. Donc de 2002 jusqu'en 2010, celui qui vous dit qu'on a appliqué notre programme, eh bien, c'est pas vrai. On a appliqué le programme de l'INAS Marcoussis, le programme de la rébellion. Mais malgré tout ceci, eh bien, Laurent Gbagbo n'a pas baissé les bras. Il a dit, même si nous n'avons rien, même si on n'a pas pu obtenir la réduction de la dette, mais le peu de ressources que nous avons, nous allons mettre à disposition des communes pour continuer le développement des communes. Nous allons dégager une partie pour relancer les grands travaux. C'est ainsi que le programme de transfert de la capitale a été conçu pour désengorger Abidjan, faire respirer Abidjan. Et le programme du Grand Abidjan a été conçu pour faire d'Abidjan la capitale économique de l'Afrique. Donc l'ensemble de ces programmes et de ces projets, les bailleurs de fonds pensaient qu'on s'endettait pour le financer. Mais non, c'était financé d'abord par une dotation budgétaire et ensuite par un compte séquestre où on prélevait une partie des ressources de la filière café-cacao
et un autre compte séquestre où on prélevait une partie des ressources issues du secteur pétrole pour financer et le transfert de la capitale et le Grand Abidjan sans qu'il n'y ait endettement de la Côte d'Ivoire. Le seul emprunt qui a été contracté, c'était avec le monde arabe pour construire l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, parce que ça faisait partie intégrante du transfert de la capitale. Il fallait non seulement l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, mais il fallait un train à grande vitesse pour relier Abidjan et Yamoussoukro et créer les conditions de fluidité entre Yamoussoukro, capitale politique, et Abidjan, capitale économique. Et c'est avec l'appui de Kadhafi que nous avons pu convaincre les Arabes pour nous aider à financer ce programme-là. Mais aussi le transfert de la capitale a été soutenu par la Chine qui a financé le premier dispositif, c'est-à-dire l'hôtel des députés à Yamoussoukro. Et tout le reste du programme, c'était sur fonds propres, où on avait entamé l'Assemblée nationale, on avait entamé le palais présidentiel et on avait entamé l'aménagement de la zone administrative de Yamoussoukro. Et c'est encore sans endettement que nous avons initié le projet de l'autoroute Bassam et que nous avons initié le pont de Jacquesville, que nous avons voulu financer sans péage le 3e pont d'Abidjan, parce que nous avons mobilisé une partie des ressources de la filière café-cacao pour ne plus qu'on entende parler de péage sur le 3e pont d'Abidjan. Et quand on partait, tenez-vous bien, il y avait 60 milliards mobilisés dans ce compte séquestre. Et lorsqu'on fait toutes les études avec les Chinois, les 60 milliards, c'est ce qu'on appelle dans notre langage, excusez-moi, le déboursé sec, c'est-à-dire tout ce qu'il fallait dépenser, pour construire ce pont-là, sans endettement. Eh bien, ça veut dire quoi? On pouvait construire ce pont sans endettement. Et on n'était pas obligé de mettre un péage sur ce pont-là. Eh bien, lorsque on a été chassé du pouvoir par Sarkozy, eh bien, très vite, Bouygues est revenu avec son projet, qui était initialement autour de 120 milliards, mais très vite, ils ont monté à 180 milliards. Et donc, tous les programmes que nous avons conçus, eh bien, ça a été récupéré et ils disent que c'est eux qui l'ont réalisé. Mais ce n'est pas grave, c'est la continuité de l'État. Donc voilà ce que Laurent Gbagbo a fait pour bâtir la souveraineté. Et voilà comment on a été contre-attaqué par le monde hégémonique qui ne voulait pas du tout que des pays souverains puissent leur tenir tête dans leur volonté de gouverner et de contrôler l'économie du monde. Parce que l'Union soviétique était out et la Chine était encore une puissance émergente. Elle n'avait pas la capacité qu'elle avait aujourd'hui. Et donc ils étaient tout puissants et ils faisaient ce qu'ils voulaient des États qui ne voulaient pas s'aligner sur leurs standards. Donc ce ne sont pas les rebelles qui nous ont vaincus. C'est bien l'OTAN qui nous a vaincus. Et l'OTAN nous a vaincus comme l'OTAN a vaincu Kadhafi, comme l'OTAN a vaincu l'Irak, comme l'OTAN était en train de s'acharner sur la Syrie, etc., etc. Eh bien, toutes ces guerres-là, c'était pour mettre fin à toutes les souverainetés et faire régner l'ordre de la mondialisation sous le contrôle de l'économie occidentale. Et donc, nous avons été victimes. Et les rebelles n'étaient que des complices d'une telle politique, puisqu'il leur fallait des complices pour accomplir leur sale besogne en Côte d'Ivoire. Mais malgré tout ceci, eh bien, Laurent Gbagbo avait compris très tôt une seule chose, c'est que si toutes les forces progressistes en Afrique étaient unies, on pouvait résister à ce vent de mondialisation qui s'abattait sur le continent africain. Voilà pourquoi en 2001, il a soutenu la candidature d'Essi Amara, qui a été élu par l'ensemble des chefs d'État, secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Et donc c'est sous sa houlette et sous recommandation du président Laurent Gbagbo et de Kadhafi, parce que Kadhafi en 1999 à Sirte a convoqué tous les chefs d'État pour dire le vent qui souffle contre les souverainetés
nous devons nous organiser pour faire de l'union de notre organisation commune un instrument de résistance, mais un instrument de souveraineté continentale. Donc il fallait passer de l'organisation de l'unité africaine, qui a été un instrument de décolonisation du continent et un instrument de lutte contre l'apartheid. Il fallait passer, puisque tous les pays africains étaient devenus indépendants, il fallait maintenant s'attaquer à l'indépendance économique et à l'unité du continent. Et donc il fallait passer de l'organisation de l'unité africaine à l'Union africaine. Et en même temps, en 2000, il avait un complice qui était Laurent Gbagbo et un acteur, un maître d'œuvre qui était Essi Amara. Et donc c'est sous Essi Amara, sous la direction de Laurent Gbagbo et de Kadhafi, que l'Afrique est passée de l'organisation de l'unité africaine à l'Union africaine, avec comme objectif l'intégration politique et l'intégration économique du continent africain. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo est une chance pour le panafricanisme et voilà pourquoi Laurent Gbagbo est une chance pour la souveraineté. Et donc l'Union africaine a d'abord proposé un programme qu'on appelle l'agenda 2063, qui était le programme de l'Union africaine, qui consistait à relier toutes les capitales africaines par un réseau de chemins de fer, un réseau électrique, un réseau téléphonique, un réseau autoroutier, un réseau des gazoducs, etc., etc., pour unifier le continent africain et permettre les échanges intra-africains. Et c'était d'abord un train à grande vitesse qui devait relier toutes les capitales. J'ai un ami qui a tellement peur de l'avion que pour lui c'était le meilleur projet de l'Union africaine. Le train à grande vitesse. Et donc en plus de ce programme d'infrastructure, eh bien il y avait le programme politique et économique. L'objectif du programme politique, c'était qu'en 2063, on puisse créer les États-Unis d'Afrique. Et le programme économique, c'était d'abord la création de la Banque centrale africaine. Tous les textes avaient été conçus et le siège de cette banque centrale, c'était Lagos. Et il y avait le Fonds monétaire africain qui devait permettre à l'Afrique de se doter d'un fonds qui allait remplacer le Fonds monétaire international. Tous les textes avaient été conçus et le siège était à Yaoundé. Et Kadhafi avait décidé de financer l'ensemble de ces structures-là. Et la Banque d'investissement africain, qui avait pour siège la Libye, et dont tous les textes avaient été conçus, le siège identifié, eh bien, cet instrument-là devait permettre de remplacer la Banque mondiale. Et donc le Fonds monétaire et la Banque mondiale n'étaient plus nécessaires dans la stratégie de contrôle de notre économie. Donc ces trois institutions financières permettaient d'arracher notre souveraineté monétaire et financière pour un développement autocentré du continent africain. Mais malheureusement, ces grandes idées, eh bien, devaient être ratifiées par chaque pays africain pour que ça soit mis en œuvre. Eh bien, c'est là que vous allez comprendre ce que veut dire la France-Afrique. Aucun pays francophone, lorsque Laurent Gbagbo est parti du pouvoir, n'a signé l'ensemble de ces documents-là, n'a ratifié, parce qu'ils ont tous signé. Quand ils sont cachés en Éthiopie, ils signent. Maintenant, après, il faut ramener le document pour que ça soit ratifié. Et qui se sont alliés à lui pour contrôler l'usine, l'industrie la plus puissante et la plus rentable de Côte d'Ivoire, qui fait un chiffre d'affaires annuel de 2500 milliards de francs CFA. Et en même temps, tout le secteur électricité. Vous vous souvenez que l'ECI a été remplacé par la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE. Et donc, tout ce secteur-là, qui appartenait à l'État, aujourd'hui l'État ne détient que 15%. Et le reste, ça ne nous appartient plus. Et tout le secteur électricité appartient maintenant à des groupes
multinationales, c'est-à-dire Bouygues pour le secteur gaz et puis d'autres groupes pour le secteur thermique. Et donc tout ce secteur-là est contrôlé pratiquement à 85% par des multinationales telles que l'hégémonie occidentale l'avait prévu. Donc voilà pourquoi le prix de l'électricité ne cesse d'augmenter et que les coupures d'électricité ne cessent d'augmenter. Parce que nous payons cher un produit de mauvaise qualité. Et donc, même la Gestoci, qui est chargée de gérer le stock sécuritaire de la Côte d'Ivoire en matière de pétrole, c'est-à-dire si on est sous sanction, eh bien on peut au moins alimenter nos véhicules, eh bien la restructuration fait que l'État a perdu la majorité dans ce secteur-là, et c'est Total qui est encore là-bas avec d'autres partenaires. Donc voilà comment tous les secteurs stratégiques de notre économie, je ne parle même pas des banques, eh bien la banque de l'agriculture a été privatisée, là c'est déjà parti, même notre banque CIB eh bien, a été privatisée, c'est parti. Eh bien, toutes les banques que nous avons voulu mettre en place pour la souveraineté financière de la Côte d'Ivoire, eh bien, tous ces instruments-là aujourd'hui sont passés entre les mains des multinationales. C'est comme toutes les filières agricoles, que ce soit le cacao, le café, les usines de transformation de l'anacarde, eh bien, tout ce patrimoine économique-là qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, la Côte d'Ivoire pouvait respirer. Si toutes ces richesses créées en Côte d'Ivoire revenaient aux Ivoiriens, tous ces secteurs-là ne nous appartiennent plus. Même la production d'or, aujourd'hui la Côte d'Ivoire produit pratiquement 50 tonnes d'or par an, c'est-à-dire à peu près 50 millions de grammes. Eh bien, toutes ces unités de production d'or-là, la Côte d'Ivoire n'a que 10%. Et donc les 90% vont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et donc vous comprenez que l'économie ivoirienne a atteint les objectifs fixés par le monde occidental et que notre économie ne nous appartient plus, a échappé complètement au contrôle des agents économiques étatiques et privés nationaux et est pratiquement contrôlée entièrement. Même le dernier bastion, qui était le secteur de la télécommunication, Côte d'Ivoire Télécom a été absorbé par Orange, et dans cette absorption, on nous a cédé uniquement 5% de tout le capital. Et donc même ce secteur stratégique, eh bien, n'est plus sous notre contrôle. Ça veut dire que même quand on veut bien nous écouter, il faut demander l'autorisation à la France pour que la France mette à votre disposition l'ensemble des informations stratégiques qui passent par la télécommunication. Donc voilà comment nous sommes cernés de partout. Évidemment, sur le plan militaire, c'est vraiment un monopole. On a adopté en 2012, je parle sous son contrôle, un nouvel accord monétaire et de défense. Et ce nouvel accord de défense, c'est vraiment la codification de la crise telle que nous l'avons vécue. C'est-à-dire l'armée française maintenant, sans autorisation préalable, peut occuper l'air, la terre, la mer, sans autorisation préalable. Et donc s'ils veulent intervenir en Côte d'Ivoire, ils interviennent comme ils veulent. Et ils peuvent, à partir de la Côte d'Ivoire, intervenir dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'ils n'ont même pas besoin de notre autorisation pour faire tout ce travail-là. Et en cas de nécessité, ils peuvent même porter notre pays. Voilà le nouvel accord de défense qui a été signé en 2012. Et donc, en termes de souveraineté en matière de défense, eh bien, mon ami Lida peut déchirer sa loi de programmation militaire parce que ça n'a plus d'intérêt pour le nouveau régime que nous avons. Et mieux, tous les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest avaient décidé de se soustraire du franc CFA et donc avaient initié l'ECO qui devait remplacer toutes les monnaies de l'Afrique de l'Ouest et doter l'Afrique de l'Ouest d'une monnaie unique qui allait permettre de soutenir le passage de la communauté, de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Eh bien, l'ECO a été mis à mal par un coup de fil entre Macron et notre chef d'État.
Et donc ce projet de souveraineté monétaire est aussi balayé. Et donc plus de souveraineté militaire, plus de souveraineté monétaire, plus de souveraineté économique. Et ce qui nous reste, notre droit de vote, eh bien, on veut maintenant nous arracher. Et donc on demande tout simplement la révision de la liste électorale pour que tous les Ivoiriens qui depuis 2019 boycottent toutes les élections et donc qui n'ont trouvé aucun intérêt à s'inscrire sur une liste électorale, eh bien tout cela, une bonne partie n'est pas encore sur la liste électorale. On leur a enlevé leur droit de vote. Et Laurent Gbagbo, c'est-à-dire lorsque vous allez en Russie, en Chine, au Brésil, partout, les deux noms qu'on connaît, parce que quand vous dites Ivoirien, pour un Chinois de Shanghai, vraiment, il ne sait pas ce que ça veut dire. Vous êtes obligé de dire non, le pays de Gbagbo ou le pays de Drogba. Voilà les deux noms qu'on connaît. C'est comme quand vous allez en Russie. Vous dites, vous venez de Côte d'Ivoire. Bon, évidemment, dans la capitale, quelques-uns peuvent savoir, après traduction, peuvent savoir ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Mais la plupart du temps, il est plus facile de dire, non, je suis un collaborateur de Gbagbo ou un concitoyen de Drogba. Voilà l'identité de la Côte d'Ivoire à travers le monde. Comment se fait-il que le seul Ivoirien qui est connu à travers le monde ne soit pas éligible en Côte d'Ivoire, ni électeur? Voilà l'absurdité que nous devons résoudre. Alors que des revenants sont sur la liste électorale. Et des centenaires sont sur cette liste électorale. Et Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et donc, nous sommes en train de perdre notre droit de vote et le droit d'être éligible en Côte d'Ivoire. Et comme le clou de tout ceci, parce que quand on parle d'un État, c'est d'abord un territoire, c'est d'abord des parcelles, des terrains. Et maintenant, on veut nous enlever nos terres pour qu'on soit des étrangers et des exclus sur notre propre territoire. Donc voilà comment le processus est engagé. Et donc en 2025, si nous n'arrêtons pas ce processus, eh bien nous serons des étrangers dans notre propre pays. Si nous n'arrêtons pas ce processus, eh bien on n'aura plus d'économies qui nous appartiennent. Et si nous n'arrêtons pas ce processus, la capacité de nuisance, parce que l'Europe est en train de se réindustrialiser sur le plan militaire. Et la dernière rencontre qu'on a eue à Moscou, c'était justement d'analyser son impact sur le monde. Eh bien, ce changement de l'économie européenne, une usine, c'est d'abord un marché. Posez-vous la question, lorsque l'Europe se réindustrialise sur le plan militaire, à qui ils vont vendre les armes qu'ils vont fabriquer? Voilà le problème qui est posé. Et où ils vont aller prendre les matières premières stratégiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les terres rares, pour les fabriquer. Eh bien donc nous sommes en train d'assister progressivement à un retour, à une véritable prise en main des poches d'États qui n'ont pas encore conquis leur souveraineté pour servir de base arrière à la lutte contre toutes les autres souverainetés qui sont en développement. Donc vous comprenez pourquoi la guerre en RDC est aussi rude. Et ce qui se passe en RDC, c'est ce qui risque de se passer un peu partout où il y a de la richesse, et où il y a des terres rares, et où il y a de l'uranium. Sachez que la première bombe américaine a été fabriquée à partir de l'uranium du Congo. Et que le Congo recèle aujourd'hui toutes les terres rares qu'il faut pour fabriquer des missiles, pour fabriquer des fusées, pour fabriquer des avions de guerre, etc., etc. Voilà ce qui justifie la guerre en RDC. Mais toutes ces terres rares et cet uranium-là se trouvent en Côte d'Ivoire. Donc la mainmise sur la Côte d'Ivoire devient une question de survie pour l'économie française qui veut se réindustrialiser militairement. Voilà pourquoi nous ne devons pas leur laisser cette occasion-là. Et donc 2025, il faut que ça passe.
Il faut que ça passe pour reconstruire la souveraineté de la Côte d'Ivoire et engager le combat pour le panafricanisme, c'est-à-dire l'unité africaine, aussi bien sur le plan politique, monétaire, économique et financier.